Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Amaury de Tonquédec, c'est Allô la Martingale, soyez les bienvenus dans la libre antenne de votre argent. Je rappelle le principe, vous nous laissez un message sur le WhatsApp de la Martingale en cliquant sur le lien qui se trouve un peu partout sur les réseaux de la Martingale, ou alors vous nous écrivez à l'ancienne, directement au 07 49 76 11 67. Tout est permis, si l'argent n'est pas un tabou, que vous soyez investisseur débutant ou confirmé, on vous répondra. Question, objectif, situation, plus vous nous mettez de contexte, plus on pourra vous aider, et ensuite, on appelle les meilleurs experts pour vous répondre. Au menu du jour, j'écoute vos conseils en investissement, je veux investir, mais j'ai trop peur de perdre, donc je ne fais rien. Que faire ? On y répondra. La retraite avant 30 ans, est-ce qu'il faut y penser ? Et si oui, que faire ? Et puis si vous avez plus de 30 ans, évidemment, restez avec nous, parce qu'on a aussi des choses à vous dire. Créer une holding, voilà. J'en entends souvent parler, mais est-ce que ce n'est pas pour les gros patrimoines ? Eh bien non, figurez-vous, derrière ce mot intriguant pour beaucoup d'entre vous, se cache une véritable martingale. Et puis enfin, on parlera de succession. Certains d'entre vous veulent céder de l'immobilier ou une entreprise ou les deux, et que vous vouliez céder ou que vous vouliez recevoir, on va tout vous expliquer, que vous puissiez optimiser tout ça. Continuez à nous écrire donc, et puis comme à chaque fois, on appelle les meilleurs experts pour vous répondre. Elle a passé 20 ans en banque privée chez Barclays. Aujourd'hui, elle est conseillère en gestion de patrimoine. C'est la fondatrice et CEO de MoneyKeys, première app française d'éducation financière pour les 9-15 ans. Elle a d'ailleurs gagné un prix, un grand prix la semaine dernière, quand même 350 000 $ en crédit Google pour développer l'IA de son application. Elle ne s'appelle pas Julie, mais Julie D. Julie D. Ninek est avec nous. Bonjour Julie D. Bonjour Amaury. Voilà, on est ravis d'être avec nous, on est ravis que tu sois avec nous, voilà. Et tu es donc fondatrice et CEO de MoneyKeys. Il a aussi travaillé en banque privée, mais aussi chez un assureur au sein d'un service d'ingénierie patrimoniale et fiscale, mais aussi auprès d'un notaire. Bon, il a travaillé avec tout le monde. Il est formateur en droit du patrimoine et tenez-vous bien, il marche plus vite que les gens ne courent. Donc ça, c'est assez incroyable, il va nous expliquer parce qu'il fait de la marche athlétique. Et puis, il court le marathon en 2h48. Voilà, dites-nous en commentaire si vous faites mieux. Moi, je suis assez bluffé. Voilà, Benoît Bercher-Bru est avec nous. Salut Benoît. Bonjour à tous. Tu es directeur de l'ingénierie patrimoniale et fiscale du groupe DLPK. Juste, c'est quoi cette histoire de marcher plus vite que les gens de cours là ? On y tombe dedans quand on est petit. Encore une fois, c'est comme dans le monde professionnel, c'est une histoire de rencontre. Et donc, j'ai rencontré, quand j'avais 10-12 ans, un ancien athlète spécialisé en marche athlétique, qui était en équipe de France et qui m'a juste donné envie, qui m'a transmis sa passion. Et puis depuis, je continue la marche. Je transmets ma propre passion sportive, ma propre passion en fiscalité également. Donc voilà. Beaucoup de choses à transmettre toujours. Et c'est quoi ? C'est le truc où tu tortilles un petit peu, quoi. Il y a C'est une ça. technique. C'est ça. Voilà. Contrairement à la course, on n'a Voilà. pas le droit de ne pas avoir de pied au sol. Donc c'est la différence entre la marche et la course. C'est pour ça qu'on doit se déhancher, parce que le seul moyen d'aller vite, c'est justement de libérer le bassin et donc finalement de tortiller un peu les fesses pour avoir une plus grande amplitude de pied. Ok. Voilà. Non mais il faudrait que j'apprenne. Parce que, tu vois, quand t'es en retard et tout, tu vois, ça t'évite de. Ah bah c'est sûr de que trop, voilà. de pas courir Ouais. et donc d'arriver un peu frais, quoi. Non, bah super, non mais très bien. Et Julie, en 2 mots, c'était quoi le concours auquel tu participais là, où tu as gagné quand même 350 000 $? C'est fou. Exactement. La semaine Donc, dernière. quand tu as une start-up, en fait, tu passes beaucoup de temps à pitcher, des concours de pitch, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs réseaux, notamment des réseaux féminins, que j'affectionne, parce que dans la finance, j'ai travaillé avec des mecs pendant toute ma carrière, notamment les 20 ans chez Barclays. Et là, dans l'entrepreneuriat, c'est marrant, j'apprends à redécouvrir l'univers féminin, parce que je suis une femme aussi avant tout. Et donc, ce concours de pitch, c'était organisé par le réseau Businet, qui est présent en France et en Allemagne et en Angleterre, de mémoire. Et c'est un réseau exclusivement féminin. Et donc, on était, je crois, 100 personnes inscrites. T'as gagné quoi? Alors, en fait, ce soir-là, on n'était plus que 4. Et voilà, donc j'ai gagné, effectivement. Okay. Bon, bah écoute, félicitations. Voilà, s'il y a des femmes qui nous écoutent, qui veulent gagner 350 000 $, bah écoutez, contactez Julie D et allez voir ce que vous pouvez faire en concours. Mais en tout cas, félicitations. Parce que on a deux très grands performeurs aujourd'hui. Voilà. Et même dans le monde professionnel, c'est vrai que finalement finir sur le podium et surtout finir premier, c'est très compliqué parce que la concurrence est très très rude. Donc finalement, qu'on a la médaille d'or ou on reçoit un prix 350 000 $, c'est pas négligeable, quoi. Donc les valeurs du sport sont très facilement transposables dans le monde professionnel ou dans le monde de l'entrepreneuriat. Et surtout, moi, je voudrais rajouter, n'ayez pas peur de l'échec. Parce que là, on met en avant effectivement nos victoires, mais elles passent aussi par beaucoup d'échecs, beaucoup de déceptions.
qui font que tu te structures, tu construis, tu vois comment gérer l'après. Et à un moment, la victoire, elle arrive. Et écoutez, sur ces belles paroles, en plus, d'ailleurs, voilà, il y en a qui ont peur d'investir, donc à qui on va répondre en fin d'émission. Donc, restez avec nous. Bien sûr, il y aura aussi les 2 questions cash, l'investissement casino et votre investissement à faire sur 10 ans. Bon, on a de la chance, on a une championne et un champion qui vont répondre à vos questions aujourd'hui. On y passe tout de suite. On écoute un message que Chris nous a envoyé. Salut Amaury et l'équipe de la Martingale. J'entends souvent que la holding est l'arme fatale pour optimiser son patrimoine. Mais est-ce vraiment pertinent quand on a une TPE ou quelques biens? À partir de quel niveau de patrimoine ça vaut vraiment le coup? Merci pour votre réponse. Merci pour ton message, Chris. Voilà, je précise, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais c'est une voix qui vient de l'IA, parce que c'est un vrai message, mais on ne nous a pas envoyé il ne l'a pas fait en vocal. Donc on a décidé de le passer en vocal pour respecter le principe, mais évidemment, mettez vos messages en vocaux, c'est plus sympa. Bon, la holding. La holding, alors c'est un mot un peu barbare, mais restez avec nous, parce que moi aussi je me disais, attendez, c'est pas fait pour tout le monde, etc. Mais si, justement, Benoît, tu vas nous expliquer que ça peut être fait pour tout le monde, qu'il y a beaucoup de choses à optimiser. En tout cas, dans son message, Chris, il nous demande, enfin, comment dire? Déjà, peut-être explique-nous, c'est quoi une holding, à quoi ça sert, peut-être avant toute chose. Alors, une holding, ça sert à détenir des titres de participation. Donc, en gros, détenir d'autres titres de société. Une société holding, c'est pas fait pour faire une activité opérationnelle. D'accord ? Il faut bien comprendre que c'est la structure de tête. Sur l'activité opérationnelle, on le fait en dessous, sur des SARL, des SAS. Et l'idéal, quand j'ai un groupe de sociétés, c'est d'avoir plusieurs structures. Parce que la question se pose, est-ce que j'ai un intérêt d'avoir une société pour faire du conseil, etc., SARL en SAS, et de créer une sur-société, donc la société holding au-dessus. Si derrière, on a l'ambition de pouvoir vendre, comme dans l'IA, comme dans la FinTech, de vendre la structure pour faire remonter le cash de la société holding et avoir derrière d'autres projets de développement, oui, là, la société holding, elle a tout son sens. Mais souvent, en fait, les personnes, parce qu'on nous dit, si je n'ai pas ma société holding à 50 ans, j'ai raté ma vie, comme la Rolex. C'est pas vrai. La Rolex, j'en sais rien, mais en tout cas, la société holding, ça répond à un objectif très précis. Alors, c'est quoi l'objectif? Qui est concerné? L'objectif, c'est le réemploi, le réinvestissement. D'accord ? Ces gens-là qui apportent à Société Holding à 45 ans, ils viennent nous voir à 55, 60, 65 ans en disant je suis parti de zéro, ma Société Holding elle vaut 3 millions d'euros. Comment je fais pour 1, transmettre, 2, sortir le cash? On a tout encapsulé dans la Société Holding. Donc, derrière, si je veux sortir, il n'y a pas 150 solutions pour sortir du cash d'une société. C'est du salaire, ça coûte très cher. Bon, ça nous procure des droits à retraite, mais là aussi, ce n'est pas forcément ce qui est le plus rentable. 2, sortie de dividendes. Donc là, j'ai le PFU à 30%. Donc sur 100 de dividendes que je sors, il ne me reste déjà plus que 70 dans la poche. Mais c'est le moins pire, puisque finalement, si j'ai une tranche marginale d'imposition à 45%, je paye 45% d'impôts et 17,2 de prélèvements sociaux. Quand on a une boîte en France et qu'on veut se rémunérer aujourd'hui, le mieux qu'on puisse faire, c'est de se verser des dividendes qui sont taxés à 30%. Alors, le problème, c'est qu'un chef d'entreprise qui ne se rémunère pas, est-ce que c'est un chef d'entreprise? D'ailleurs, on a tous les mois des jurisprudences là-dessus. D'ailleurs, il y en a rien en Conseil d'État où il y a une personne qui était chef d'entreprise qui voulait faire utiliser le dispositif 150 0 de déter, donc vous savez, l'abattement de 500 000 euros pour départ retraite. Et donc, on vous dit que pour bénéficier de cet abattement, il faut avoir une fonction de direction. Donc, il était directeur général. Directeur général payé 1 500 euros par mois. Et c'était le sixième. Il avait le 6e salaire de la boîte. C'est-à-dire qu'il y avait 5 personnes dans la boîte qui gagnaient plus que lui. Ça a été déqualifié en disant qu'il n'était pas chef d'entreprise et que du coup, il ne respectait pas le critère de fonction de direction et donc il n'a pas pu utiliser l'abattement de 500 000 euros. Donc ça aussi, c'est quand on est chef d'entreprise, quand on veut une société holding, c'est avoir un objectif vraiment à moyen, long terme. Tout venir encapsuler dans une société holding. Parce qu'on vous vend la société holding comme un avantage fiscal, en vous disant j'ai ma SARL, j'apporte les titres à ma société holding et après je remonte le dividende gratuitement. Voilà. Et dès lors qu'on ne paye pas de fiscalité, on se dit c'est génial comme système. Oui, mais on a tout encapsulé dans la société holding. C'est pas à moi, c'est à ma société. Si je veux que ce soit à moi et que je puisse ensuite travailler le patrimoine privé, faire des donations, des transmissions, des contrats d'assurance vie, etc., il faut que je sorte le cash. Donc, est-ce que c'est utile d'avoir un petit frottement de 1-2% quand je remonte les dividendes vers ma holding et après sortir le dividende à 30%? La réponse est non. Donc, en fait, il ne faut pas
tout apporter à la société holding. En général, on fait 50-50 ou 60-40. Bon, pour qu'on comprenne bien, pour ceux qui n'ont pas forcément de société, etc. Déjà, une holding, ça s'adresse que à ceux qui ont déjà des sociétés. Alors, Ou oui, alors, déjà. non, mais c'est une question Non, mais importante. clairement, tu vois, si on doit vulgariser, parce que moi, c'est vrai qu'en plus, comme je m'adresse à des enfants, à chaque fois, j'aime bien, en fait, que les personnes qui écoutent, Tu et leur je demandes pense s'ils ont créé leur soit à holding, mes etc. enfants, je pense soit à mes enfants, soit à ma mère. Bon, ma mère, elle m'écoute pas forcément, mais au-delà de ça, en fait, la holding, ça va être quoi? En fait, il faut le voir comme un toit sur une maison. J'aime bien en plus imager, je sais pas si les gens me voient, mais imaginez un toit qui va en fait supporter en fait ce qui est pas vraiment supporter, mais en tout cas être la structure en fait qui va chapeauter le tout. Et comme le disait Benoît, en fait, il va y avoir effectivement des avantages fiscaux en fonction de ce que vous allez faire, soit effectivement le dividende ou alors une cession de société. Après, je vais te laisser rentrer dans les détails parce que c'est vrai que du coup, on t'a coupé, mais il y a tout cet aspect fiscal, oui. Il y a l'aspect transmission. En fait, mais ta question première, elle était est-ce que c'est réservé aux riches? Non. Par contre, la holding peut t'aider effectivement à t'enrichir de par les différents avantages. Par contre, à chaque fois, et moi je le dis tout le temps, en fait c'est à la mode. Hein. Avant de venir, j'ai regardé ce qu'il y avait sur les réseaux. Qu'est-ce qu'il y avait? Créer une holding en 5 minutes. Créer une holding gratuitement. Créer une holding facilement. En fait, non, c'est pas facile. Parce qu'à partir du moment où vous partez de j'ai payé 0 € pour créer ma holding, en fait les petites économies d'aujourd'hui, elles seront les gros problèmes de demain. Donc déjà, ce disclaimer-là, avant de partir sur « mon pote l'a fait, je vais le faire », on m'a conseillé, non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, vos partenaires, quand vous êtes entrepreneur ou en train de construire une stratégie patrimoniale ou pro, c'est le notaire, l'avocat fiscaliste et le CGP ou alors votre banquier, hein, quoi qu'il arrive. Donc voilà, moi je tenais vraiment à donner ce disclaimer-là. C'est à la mode, c'est devenu à la mode, tout le monde l'a à la bouche. Holding, c'est pas pour tout le monde. Par contre, c'est pas réservé pour les riches. Bon, donc c'est pas que pour les riches, mais pour des gens qui ont des sociétés quand même. Hein, je reviens à ma question de tout à l'heure. Oui, et à clairement. partir de quel moment, avant de rentrer dans le détail, question que je vous pose à tous les deux, à partir de quel moment, est-ce qu'il y a un profil type de personnes qui ont des sociétés qui disent « mais attendez, là ça peut être quand même intéressant d'avoir un recours à une holding ». Avoir recours à la holding, c'est en fait, quand on lance un business, hein, et tu le sais bien, Julie D, c'est finalement d'abord lancer le business avant de se dire tiens, je vais avoir ma société holding. Si le business il périclite, comme tu l'as dit, à quoi ça sert d'avoir construit le toit alors que je n'ai même pas fiabilisé les murs? Ça sert strictement à rien. Donc après, ne pas attendre, parce que l'autre élément, c'est ne pas attendre que la société vaut 2, 3, 5 millions d'euros pour faire la société holding. Non, mais s'assurer que le business plan marche, que c'est rentable. Clairement. Et qu'au bout de 2-3 ans, là oui, les fintechs, ça ne sert à rien de constituer la société holding. Lancez la fintech, voyez s'il y a un retour sur investissement, si j'ai passé le point zéro, et ensuite, là, se dire, tiens, je génère 200, 300, 400 000 euros de résultats nets, hein, pas de chiffre d'affaires, de résultats nets, donc une fois que j'ai enlevé toutes mes charges, et là, je peux me dire, tiens, ça serait intéressant de faire la société holding, et là, on va voir les spécialistes. C'est dans cet ordre-là qu'il faut faire. Bon. Et les spécialistes vont vous dire, vous n'apportez pas forcément 100% des titres de la société opérationnelle à la société holding. C'est de se dire, demain, ta société, elle vaut 1 million d'euros, tu la revends, tu veux relancer un business, et ce business angel, etc. Tu veux réinvestir combien? Le 1 million d'euros, ou tu veux en mettre 500 000 d'euros de côté, 500 000 euros dans la holding? On n'apporte que 50%, et les autres 500 000 euros, je les prends dans mon patrimoine privé. C'est toujours la même chose. De toute façon, les gens ils viennent nous voir à 55 ans, 60 ans, j'ai tout dans la société holding, et comment on fait pour optimiser? C'est trop tard. Enfin, c'est trop tard. On y arrive, mais il y a des choses qui ont été mal faites au départ. Bon, ok, c'est un cas quand même un petit peu particulier, précis. Mais là, pour finir sur cette question, quels conseils on pourrait donner justement? Donc déjà, avoir un business qui marche, ça ne sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit, et ne pas tout mettre dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conseil? En fait, ça sert à quoi le ligne? C'est pour optimiser finalement? C'est quoi? C'est optimiser fiscalement? C'est pour... Comme Julie l'a dit, c'est d'abord, on le vend comme un outil d'optimisation fiscale. C'est comme ça que je le vends. Mais de plus en plus, hein, et ceux qui ne sont pas fiscalistes, ils vont le vendre plus comme un moyen de gérer ensemble un business. Dans la société holding, quand je suis en SAS, en SARL, je vais peut-être mettre un conjoint, un partenaire de Pacs, un enfant. Même si l'enfant, il n'est pas dans mon monde, c'est qu'à un moment donné, je vais lui transmettre de manière indirecte de la valeur professionnelle. Voilà. Ok,
Ok, donc ça peut être aussi intéressant, au-delà de la fiscalité, pour la transmission. Ou Clairement. pour l'association, quand vous vous associez avec quelqu'un. C'est, Alors la holding, non, c'est pas fait pour s'associer avec quelqu'un, c'est vraiment en fait alors pour pas chapeauter. s'associer, mais Mais avoir ouais, plusieurs Benoît parlait associés de au-dessus. partenaires, Voilà. voilà. Ok. Et il faut savoir aussi que parfois, il y a aussi, faut pas oublier que dans une entreprise, tu as un objet social. Et typiquement, tu peux être CGP avec ton objet social, tu vas pas pouvoir faire boucher à côté parce que tu as élargi ton objet social. Du coup, tu peux être en même temps, effectivement, avoir un autre type de business qui n'est pas forcément lié à ton business premier. Et là, ça sera intéressant, effectivement, de le faire chapeauter par une holding parce qu'il y a ces intérêts, effectivement, quand la holding, elle est animatrice. Et encore une fois, hein, c'est pas gratuit de faire une holding. Il y a des frais. Donc minimum 3 000 euros, la constituer, bien rédiger. Pareil, il y a des petits malins aujourd'hui qui rédigent tout avec l'intelligence artificielle. Donc le monsieur qui nous a posé la question avec son accent canadien, du coup, il y a ces petits copains aussi qui rédigent parfois des actes juridiques aujourd'hui. Donc attention, parce que ça peut réserver des surprises par la suite. Surtout quand il y a, par exemple, un contrôle, je ne sais pas moi, fiscal ou quoi que ce soit. Si derrière, votre rédaction, elle était hasardeuse, le résultat, par contre, du contrôle, il ne sera pas, lui, hasardeux. Il va faire très mal. Et surtout quand on mélange au-dessus de la société holding à la fois le caractère d'animation, comme tu l'as très bien dit, et le caractère opérationnel, du coup, dès lors que j'ai un caractère opérationnel, ça va lisser négativement mon activité pure de société holding. Et on le verra peut-être tout à l'heure, mais on peut mettre des packs du trail aussi. Et donc, du coup, on mélange des torchons et des serviettes et c'est pas bon. Bon, et justement, tout de suite, on va parler de succession. On a reçu un message de quelqu'un qui se pose la question. C'est Cécile qui a des questions sur la succession. On l'écoute. Bonjour Amaury, j'ai une question succession. J'aimerais transmettre une entreprise familiale et un bien immobilier. Mais entre droit de succession, plus-value et fiscalité, on a l'impression de payer 3 fois. Comment structurer ça sans tout perdre en impôts? Merci à toute l'équipe. Merci Cécile pour son message hyper poli en plus. Voilà. Bon, je précise que c'est un vrai message, mais qui a été enregistré avec une voix artificielle. Voilà, on a testé ça tout à l'heure pour voir un petit peu ce que ça donnait. Mais encore une fois, envoyez-nous des vocaux, c'est plus sympa et plus clair. Bon, pour répondre à Cécile, qui existe vraiment. Voilà, elle aimerait transmettre une entreprise familiale ou un bien immobilier, etc. Mais bon, elle a l'impression de payer 3 fois à chaque fois avec droit de succession, plus-value, fiscalité, etc. Comment, quand on a une succession à faire, quand on doit donner ou alors même recevoir, c'est quoi, je sais pas, le premier truc à faire, le premier truc à savoir? Anticipation. Moi, j'aime bien dire ça. Je dis toujours, en fait, que quand tu anticipes, tu ne subis pas. Et donc, plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Donc, l'avantage, en plus, en France, il y a des abattements en fonction de la personne à qui tu donnes. Je vais laisser le pack du trail à Benoît. Non, C'est pour ça que j'ai pris la anticiper, partie. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement là? Quand tu dis Comment par on exemple qu'il y a des Ouais. abattements, typiquement, Alors, pour qui? Je vais te Comment ça- répondre. Donc, du coup, là, j'ai pas forcément retenu si elle parlait de ses enfants. Donc, tu as un abattement de 100 000 euros tous les 15 ans. Du coup, ce qui va lui permettre, en fait, si elle s'y prend assez tôt, de transmettre son patrimoine avec en plus des droits de donation plus faibles selon son âge, puisque plus elle est jeune, plus les droits de donation sont faibles. Et donc, de toute façon, sont beaucoup plus faibles que les droits de succession. Donc, plus elle anticipe, plus elle va pouvoir transmettre en utilisant cet abattement-là, tous les 15 ans. Donc, si elle commence à transmettre à 15 ans, je l'extrapole, mais il y en a qui le font. Donc, si elle commence à transmettre à son enfant de 15 ans du patrimoine, elle va avoir un premier abattement. 15 ans après, un deuxième abattement, etc. Ok, Donc, 15 ans pour les enfants. plus donc elle intéressant. anticipe, plus elle va aller en fait, maximiser les droits de succession. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est 100 000 euros par parent. Donc, ça veut dire que si le patrimoine, ils ont 2 enfants, que le patrimoine fait 400 000 euros, ils vont pouvoir vraiment réduire ça à néant. Versus, je fais rien, je vais avoir qu'un abattement à mon décès qui sera de 100 000 et le reste sera taxé. Donc finalement, un couple peut transmettre à ses enfants jusqu'à, gratuitement, entre guillemets, jusqu'à 200 000 euros Par tous les parent. 15 ans. Voire plus en fait, s'ils s'y prennent tôt, voire plus. Et puis après, tu as d'autres petites subtilités. On va venir accompagner ça, par exemple, d'un contrat d'assurance vie, etc., qui vont permettre encore
vraiment de réduire à néant les droits de succession. Benoît. Donc, Oui, et ce que disait Julie D, c'est en fait transmettre le plus tôt possible, parce que là, on visait le cas de la pleine propriété. Mais on sait qu'on peut aussi donner en démembrement, c'est-à-dire donner que la nue propriété. Un exemple très simple. Alors peut-être rappeler ce que c'est. Ouais, justement. Démembrement, nue propriété. Un exemple très simple. Donc, en fait, la pleine propriété, c'est, excusez-moi du mot, mais c'est l'usus et le fructus. Donc, l'usus, c'est le droit d'user de la chose, et le fructus, et l'abusus, c'est le nu propriétaire. Il a juste le droit d'attendre que le conjoint donateur ou le parent donateur décède. Fiscalement, quand je suis parent, j'ai 52 ans et je donne un bien qui vaut 200 000 euros, l'assiette de taxation vaut 50%. Parce que la valeur fiscale de la nue propriété, ce que je transmets, ne vaut que 50% de la pleine propriété. Donc en faisant des donations démembrées, j'ai un effet démultiplicateur. C'est pour ça que Julie D a dit tout à l'heure, plus je donne tôt, plus c'est rentable. Mais sur la pyramide patrimoniale, on le sait, à 35 ans, c'est là qu'on commence à constituer son patrimoine. Et on ne veut pas forcément se dessaisir, en tout cas de se dessaisir de la pleine propriété, parce qu'on veut garder les revenus. Et là, les stratégies de démembrement prennent tout son sens, parce que je suis prêt à donner la nue propriété, mais moi, en tant que parent, j'ai 52 ans, en tant qu'usufruitier, je conserve les revenus du bien. Je conserve les dividendes si je suis usufruitier de ma SARL. Je conserve les pleins pouvoirs sur ma structure. Parce qu'il faut toujours différencier la qualité d'associé d'une SAS et SARL et la qualité de gérant. Je peux très bien être gérant non associé, gérant associé minoritaire ou gérant associé majoritaire. Et quand je démembre la totalité des titres sur une structure et que je suis gérant, je conserve les revenus, c'est ce qui m'intéresse. J'ai optimisé la transmission du patrimoine via la nue propriété. Et surtout, je suis le seul gérant. Donc, je suis le seul à prendre les décisions sur ma structure. Alors, c'est très intéressant. Donc, tu es en train de nous dire que ce soit une société, que ce soit un bien immobilier, vous pouvez d'ores et déjà le transmettre, même si vous êtes jeune, même si vous voulez le garder longtemps. Typiquement, vous avez un appartement que vous mettez en loc. Vous voulez continuer à toucher les loyers, mais finalement le transmettre avant à vos enfants. C'est possible de le faire, de continuer à toucher les loyers, mais que vous soyez plus propriétaire. Une société, pareil. Vous voulez continuer à toucher les revenus liés à cette société, vous pouvez continuer à toucher les revenus tout en l'ayant déjà cédé. C'est ça. Exactement. Le démembrement, c'est ça. En ayant transmis la nue propriété. Et surtout, ce qui est bien dans les statuts, ce que disait Julie D tout à l'heure, c'est qu'il faut aller voir les spécialistes parce que nous, on va justement adapter les statuts. Il n'y a pas un seul modèle. Il y a des modèles qui traînent sur Internet qui ne sont pas bons parce qu'on ne traite pas les pouvoirs du nu propriétaire, les pouvoirs de l'usufruitier, qui vote quoi. Et là, en fait, la convention, le contrat, les statuts, c'est un contrat, vaut loi entre les parties. Donc, il n'y a aucune limite, à part les limites contractuelles du code civil, les bonnes mœurs, etc. etc. Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment la volonté des parties. Et là, si on ne va pas voir un sachant qui va vous dire, alors, c'est quoi votre objectif ? Moi, mon objectif, c'est de transmettre et c'est de conserver 100% des revenus. On va prévoir des clauses spécifiques pour dire, toi, usufruitier parent, tu veux transmettre, mais tu veux conserver les pouvoirs et l'avoir de la société ou du bien immobilier, on va rédiger convenablement les statuts ou dans le cadre de la donation, on va mettre des charges. Un bien immobilier, je peux très bien faire la donation d'un bien immobilier en démembrement avec une charge de mon enfant. Voilà. Et là, il n'y a pas de limite. Ok, très clair. Et Julie D, là, on parle de parents-enfants. Est-ce qu'on peut donner dans les mêmes conditions à d'autres personnes hors famille ? Or, tu peux faire des donations effectivement à d'autres personnes. Par contre, les abattements vont être moins intéressants. Donc, du coup, il vaudra mieux, si on veut transmettre, passer par l'assurance vie et donc utiliser la clause bénéficiaire pour pouvoir avoir... Parce que typiquement, aujourd'hui, si moi, je voulais te donner... on va dire que les $350 000 de chez Google, ils sont sur mon compte. Parce que ma mère, c'est ce qu'elle m'a demandé. Elle m'a dit, est-ce qu'ils vont les envoyer sur ton compte ? Donc, du coup... pas le nord. Alors, non, surtout pas. J'en avais parlé d'ailleurs dans un autre podcast ici de ma mère. C'est une sacrée filoute. Du coup, les 350 000 dollars, admettons que je vais t'en donner, je ne sais pas moi, 100 000 ou 150 000. Si je te les donne en direct, si par exemple j'ai fait un testament et que c'est toi le bénéficiaire, tu vas payer 60% de droits de succession dessus à mon décès. Alors que si je te mets en clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, sachant qu'il y a un abattement de 152 500 € par bénéficiaire si mes versements ont été faits avant mes 70 ans, du coup, tu vas avoir les 150 000 que j'aurais mis dans mon contrat d'assurance vie
t'es le bénéficiaire, tu les auras avec 0. En fait, tu les reçois 15 jours après mon décès. Ok, très intéressant. Je le ferai pas, hein, mais Oh, ouais, je suis déçu là. Je suis déçu. Mais je peux changer d'avis plus tard. C'est on pas grave, verra. tu me diras. Si t'es gentil. T'as mes coordonnées. L'assurance vie, d'ailleurs, on en parle, c'est intéressant parce que là, j'ai plusieurs questions. Donc déjà, parents-enfants, il y a des avantages fiscaux déjà de base. Donc si vous voulez faire ça, faites-le. Là, on parlait d'immobilier ou d'entreprise. Mais on parle de l'assurance vie, mais effectivement, comme tu l'as dit, Julie, dans l'assurance vie, en fait, on peut tout simplement transmettre de l'argent directement, sans forcément transmettre un bien immobilier ou une entreprise. Peut-être, est-ce que tu peux nous rappeler simplement, Benoît, c'est quoi une assurance vie? On en a déjà parlé dans ce podcast, mais je pense que c'est toujours un bon rappel, parce qu'il y a toujours pas mal de confusion. En gros, c'est quoi l'assurance vie? Et c'est écrit principalement pour la succession, d'ailleurs. Alors, l'assurance vie, c'est ce qu'on appelle une stipulation pour autrui, c'est un contrat d'épargne. Simplement, d'un point de vue transmission, il y a une spécificité fiscale qu'on n'a pas sur un contrat de CAPI, qu'on n'a pas sur un livret bancaire. Vous avez un livret A, vous décédez, votre livret A tombe dans votre succession, il est taxé. D'accord. Si j'ai plein de comptes bancaires, donc au-delà des 22 000 sur le livret A, etc., que j'ai 200 000 euros en bancaire et que j'ai un seul enfant, il y aura l'abattement de 100 000 euros dans le cadre de la succession. Et après, je serai taxé à 20% sur les autres 100 000 euros. Donc, je perds quand même, ça me coûte quand même à peu près 20 000 euros. C'est légèrement moins, mais pour faire simple, c'est 20 000 euros. L'assurance vie, c'est un système qui, d'un point de vue fiscal, me permet, pour les primes versées avant 70 ans, d'avoir une fiscalité spécifique. C'est-à-dire que je ne regarde pas le lien de parenté entre le souscripteur et le bénéficiaire. Alors, tu dis avant 70 ans, pour qui? Pour la personne qui... Avant 70 ans, c'est, admettons que ce soit Julie D. Et je rappelle à ceux qui nous écoutent, c'est pas qu'on on fourche pas sur notre sur la langue, c'est Julie D parce qu'il y a un D à Julie D. Voilà, c'est pas Julie. Voilà. Donc sur l'assurance vie, il n'y a pas de lien sur les primes versées avant 70 ans. Je ne regarde pas le lien de parenté. Raison pour laquelle, si Julie D changeait d'avis, elle pourrait très bien te donner 150 000 euros avec une fiscalité de 0, puisqu'il y a un droit d'abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, quel que soit le lien de parenté. C'est ça qui fait la force aujourd'hui du contrat d'assurance vie. Et on appelle ça, c'est une niche fiscale, même s'il y en a qui disent non, c'est pas vraiment une niche fiscale d'un point de vue au sens fiscal. Si aujourd'hui, je suis désolé, si Julie D te donne 150 000 euros et qu'il n'y a pas 60% de droits de donation, transmission, ça reste quand même une niche fiscale. Tiens, une question là-dessus. Dans un autre épisode, on parlait des niches fiscales qui pouvaient être menacées, etc. Est-ce que l'assurance vie est menacée? Tous les ans, il y a encore un rapport qui est tombé l'année dernière. Il faut mettre fin à l'assurance vie. On en avait parlé d'ailleurs sur notre antenne tous les deux. Mais est-ce que c'est vraiment menacé? Oui, il y a des gens qui veulent le menacer, mais toi, qui est là-dedans, là, tu penses que on peut ouvrir des assurances vie encore, ou là c'est chaud, ça peut être menacé? Demain, on remet en cause soit l'abattement, soit le régime fiscal de l'assurance vie. Vous savez combien d'emplois est lié au contrat d'assurance vie? Enfin, je ne connais pas le chiffre, mais entre les conseillers bancaires, les gens qui travaillent en assurance, les conseillers en gestion de patrimoine, les conseillers financiers, c'est des milliers de personnes. C'est le placement préféré des Français. Mais voilà, donc si demain ils mettent fin à ce système-là, on ne va pas avoir un problème de placement et d'optimisation fiscale, on va avoir un problème d'emploi. Donc celui qui appuiera sur le bouton, il a vraiment intérêt d'être sûr de ce qu'il va faire. Par contre, je pense qu'on n'est pas à l'abri. Sans doute le supprimer, c'est pas possible. Maintenant, les donations, par exemple, on était quand même à 150 000 tous les 10 ans, du temps de Sarkozy, pour ne pas le citer, et on est quand même passé à 100 000 tous les 10 ans. Tous les 15 ans, pardon. Et maintenant, peut-être que de 152 500, il sera peut-être revu et corrigé. Maintenant, aujourd'hui, comme le disait Benoît, c'est pas du tout menacé. Je pense que y toucher, c'est un peu comme toucher à la Tour Eiffel. L'assurance vie en France, c'est un emblème national, vraiment. Et en plus, c'est un des produits préférés des Français. Alors, il y a assurance vie et assurance vie, parce que les assurances vie packagées, donc grand public, oui, alors vous allez pouvoir effectivement transmettre avec les abattements et en profiter. Par contre, l'assurance vie, c'est aussi en cas de vie. Parce que c'est, comme tu l'as dit à juste titre aussi, en cas de vie, ça sert aussi à épargner, à faire fructifier son argent pour justement transmettre un max aussi à ton décès. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait quand j'ai un contrat d'assurance vie? J'ai la possibilité d'aller sur du fonds en euros
pour sécuriser si j'ai un profil sécuritaire, et une partie en unité de compte. Sur les contrats très très pointus, je peux même mettre des fonds gérés dédiés, je peux mettre des placements privés, donc construire carrément un placement que je mets dans mon contrat d'assurance vie. Je peux mettre des unités de compte, donc toutes les classes d'actifs, que ce soit actions, obligations, etc. Donc vraiment, le contrat d'assurance vie, c'est quelque chose, c'est un couteau suisse. Moi, j'avais des anciens collègues qui disaient ça, c'est un couteau suisse. En fait, pendant votre vie, il permet vraiment de vous enrichir par votre épargne, beaucoup plus que le pauvre livret A dont tu parlais, et en plus qui a été ramené de 3% à 2,40. Et deuxièmement, il va vous permettre aussi de transmettre de manière avantageuse. C'est une enveloppe dans laquelle on peut mettre plein de choses. Une question, ça peut être intéressant pour sa retraite ou pas? Il y a d'autres choses. Carrément, comme le disait Julie D, c'est un contrat d'assurance vie, c'est d'abord un contrat pour la vie, avant d'être un contrat pour le décès. On va en parler tout de suite. On va écouter. On a fini là sur la succession. Oui. Globalement, je pense qu'on a pas mal de... Ouais. Tu dois nous réinviter pour le Pacte Dutreil, par contre. C'est très intéressant. En plus, je pense que Benoît, il avait plein d'inputs. Mais... Effectivement, ce Pacte Dutreil... Rapidement, dis-nous ce que c'est. Pacte Dutreil, ça me permet, sous certaines conditions, d'avoir 75% d'abattement. D'accord ? Je peux le mettre sur une société, c'est sur une société ICAL, industrielle, commerciale, agricole, artisanale, libérale. Est-ce que je peux le mettre sur une société holding ? Oui, si elle est animatrice. Mais par contre, attention, il faut qu'elle soit animatrice pendant 6 ans. Et là, il faut vraiment aller voir les spécialistes parce que tous les redressements qui tombent, quand on vous reprend les 75%, ok, ça c'est le cadeau, mais il y a des conditions très strictes. Animatrice, c'est quoi ? En fait, animatrice, c'est que j'ai ma société de tête au-dessus qui va animer, qui va vraiment piloter les sociétés opérationnelles en dessous. Si je ne les pilote pas, je suis une société holding passive, je suis une pure financière et donc en fait, je me fiche de ce qu'ils font en dessous. C'est pas moi qui définis la stratégie. Quoi. Voilà, elle n'est pas valide. Et sur celle-ci, je ne peux pas mettre en place le Pacte Dutreil avec un abattement de 75% sur la transmission des titres. Okay. Et les deux sont possibles. On peut avoir une holding passive et faire ce choix-là, ou alors avoir une holding animatrice. C'est-à-dire que elle ne va pas avoir les mêmes fonctions. Par contre, quand j'ai une holding animatrice, il faut que je prouve qu'elle anime bien, donc qu'elle a des AG régulières, qu'elle facture aussi justement les services, soit de conseil, soit d'administration, etc. Donc il y a des cas bien précis. Et effectivement, après, on peut la transmettre aussi au travers du Pacte Dutreil. Renseignez-vous bien, consultez des pros si vous avez des idées. Et là, on en a deux autour de la table. Tout de suite, on va parler retraite avec Jayan qui nous a laissé un message. On l'écoute. Salut Amaury, j'espère que tu vas bien. J'ai une petite question par rapport à la retraite. J'ai eu 23 ans il y a 2 jours et honnêtement, j'ai eu un gros coup de vieux. Je ne sais pas si je devrais me poser des questions par rapport à ça, parce que j'entends autour de moi que je vais jamais avoir de retraite. Donc, est-ce que tu penses que je devrais commencer à y réfléchir avant mes 30 ans, commencer à investir et comment je dois m'y prendre parce que je ne sais pas trop comment faire. Merci à toi et merci à toute l'équipe. Ciao. Merci beaucoup, Jayan, pour ta question. Pour la petite anecdote, Jayan travaille avec nous. Il est avec nous en studio. Voilà, c'est notre ingénieur du son qui est là avec nous aujourd'hui et à chaque émission. Bon anniversaire, Jayan. J'aimerais bien dire, je viens d'avoir 23 ans, j'ai pris un coup de vieux aussi, tu vois. Bon, en tout cas, j'espère que tu as bien fêté ça. Et question très intéressante, parce que c'est vrai que on n'arrête pas de nous dire, il y a tout ce narratif, dire oui, non mais la retraite, par répartition, c'est fini, vous n'aurez pas de retraite, etc. Je vois Benoît qui a l'air d'accord avec ça. La retraite avant 30 ans, quand tu es dans le cas de Jayan, qu'on a 23, plus jeune ou plus âgé, etc., il faut y penser, franchement, c'est important de commencer à préparer. Vous dites non, mais vous vous souciez pas de ça, il y a d'autres trucs à faire avant. Moi, je regrette qu'on ne me l'ait pas dit plus tôt. À 25 ans, on commence à travailler, nos premiers jobs, on dépense un peu, on s'amuse, on va en boîte. Je faisais beaucoup de sport, donc c'était pas beaucoup de boîtes, mais le sport, ça prend du temps et puis ça coûte aussi de l'argent. Quand on vous explique juste le mécanisme des intérêts composés, je rappelle, les intérêts composés, c'est la 7e meilleure merveille du monde. On ne sait pas vraiment qui a dit ça, il y en a qui disent que c'est Einstein. Mais les intérêts composés, c'est quoi ? C'est je mets 1 euro sur la table, et puis en fait, l'année suivante, ça m'a rapporté 3%, donc 1,03. Puis l'année suivante, je ne vais pas avoir 1,06. Je vais avoir un petit bout en plus. Pourquoi ? Parce que les intérêts composés, c'est chaque intérêt généré chaque année va eux-mêmes il est réinvesti, c'est générer des autres intérêts. D'accord ? Donc c'est l'effet des multiplicateurs. Quand on s'y prend très tôt et qu'on a 30-40 ans devant soi, en fait, si je mets de l'argent sur la table, je n'ai pas besoin de faire un gros effort d'épargne pour avoir beaucoup d'argent à la fin. Parce que c'est les intérêts générés
et la méthode des intérêts composés qui va faire que ça va avoir cet effet des multiplicateurs. C'est sûr que si je m'y prends à 30 ans, bah oui, j'ai le temps devant moi. Si j'y m'y prends à 55 ans, l'épargne, les fonds d'épargne va être beaucoup plus important. Donc oui, il faut s'y préoccuper. Alors oui, je sais que les 30 ans, les moins de 30 ans, on dit le système par mutualisation est fini. Mais c'est parce qu'il est fini qu'il faut justement faire quelque chose aujourd'hui et aller vers l'épargne retraite et notamment les plans épargne retraite. Ok, très clair. Donc il faut faire, mais Julie, concrètement, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on peut dire à notre Alors, cher Jayan, Jayan? Qu'est-ce qu'il super peut cette faire? question, on l'adore. Enfin, vraiment, j'espère que je vais pas être redondante, mais c'est super de s'y intéresser hyper tôt. Moi, 47 ans, moi, alors contrairement à toi, c'est très drôle parce que j'avais une famille en fait qui projetait souvent et qui anticipait. Mais ils m'ont jamais transmis justement cette idée de retraite. Par contre, ils m'ont expliquer effectivement comment thésauriser des sommes. Et en devenant banquière privée, donc moi je suis devenue banquière privée, j'avais 27 ans. Ça veut dire quoi, thésauriser des sommes? Alors en fait, mettre de côté un peu dans une tirelire ou les amasser plutôt que même de les mettre à la banque. Enfin, typiquement, nous on a été élevés à la tirelire. Et Pour après, mettre de l'argent de côté, quoi. Pour mettre de l'argent de côté. Et après, en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Tu subis l'inflation. Même si tu es sur un livret, ça, les 2,40, ils battent pas l'inflation, etc. Donc aujourd'hui, penser à sa retraite, faut pas que ça soit anxiogène, le mot retraite. Il faut pas que ça soit non plus, c'est dans longtemps, donc allez, je m'en contrecarre, parce que, enfin, pour parler vulgairement, mais ce qu'il faut faire, en fait, c'est à chaque fois anticiper. Comment j'anticipe? En fait, je pose typiquement, Jayan, bon, on va pas dévoiler ton salaire là à l'antenne, mais sur ton salaire, tu vois, tu devrais dire 20%, par exemple, typiquement, ou 30% va être... Bon, si tu coûtes cher, donc tu peux aller sur 30%. 30% de ton salaire va être alloué donc, à ton épargne classique, à tes investissements, et une partie à à ce qui va faire que tu vas venir préparer ta retraite de demain. Donc après, en fonction, moi j'aimerais bien aussi revenir sur le fait que ça va pas être la même problématique si je suis salarié, si je suis entrepreneur. Parce que salarié, je vais cotiser, etc. Entrepreneur, tu le disais tout à l'heure, au début de la carrière, on se paye pas en fait. On va aller payer les salariés, etc. Pour être hyper concret, donc là, mettons que, quelle que soit notre situation, on arrive à avoir, on a un peu d'argent de côté. Voilà. Ok. Jehan, il arrive à avoir un peu d'argent de côté. En plus, lui, quand il va en boîte de nuit, il mixe. Donc, il y va, il gagne de l'argent. Donc, en fait, on lui jette allez des le suivre billets. sur les réseaux, Ok. on mettra en description. Et donc voilà, Jehan, il arrive à épargner. Donc, il a de l'argent de côté. Super. Maintenant, pour l'instant, Jehan, il est salarié. Qu'est-ce qu'il peut faire? Dans quoi il peut investir là? Donc si aujourd'hui, par exemple, on avait, alors donc du coup avec le vrai disclaimer là du conseil patrimonial, parce que normalement ça se fait pas en mode on attaque en produit, donc on va attaquer en objectif et on va un peu élargir. Donc si on avait fait un bilan avec toi et que j'avais un petit peu donc ta situation professionnelle, personnelle, etc. Et donc un de tes objectifs c'est l'épargne à destination de la retraite. Moi, tu es en CDI en plus, donc tu vas pouvoir accéder au levier, par exemple, du crédit. Tu vas pouvoir aussi accéder, pas que... En fait, tu n'es pas obligé de préparer ta retraite avec que du financier. Donc, tu peux préparer ta retraite avec du financier, typiquement le PER, donc plan épargne retraite, individuel, notamment. Alors, peut-être qu'il y a un PER collectif aussi au sein de l'entreprise, donc à voir, qui peut être très intéressant parce qu'il y a peut-être un abondement. Donc, le plan épargne retraite va vraiment permettre de préparer ça. Donc ça, c'est la première étape. Plan épargne retraite, peut-être on peut revenir dessus. Je sais pas, Benoît, si tu veux nous faire un petit topo de là-dessus rapide. C'est quoi le PER, en fait, qu'on comprenne Aujourd'hui, quoi ça sert? Depuis la loi PAC de mai 2019, le gouvernement a enfin compris qu'il faut sortir du principe de mutualisation et puis aller vers la capitalisation, donc un peu à la système américaine. Et aujourd'hui, c'est nous forcer, nous tous, entrepreneurs ou salariés, à mettre de côté et aller investir dans un contrat épargne retraite. Donc pour prévoir le demain et même l'après-demain, c'est-à-dire mes revenus futurs. Mais si je n'ai pas un avantage fiscal à l'entrée, personne n'y va. C'est ça. Donc aujourd'hui, ils nous permettent d'avoir un avantage fiscal à l'entrée. C'est que dans certaines limites de plafond qu'on ne va pas développer ici, mais en gros, vous avez le droit de placer en épargne retraite 10% de votre salaire. D'accord. Et le reste, je vais le faire sur l'assurance vie, ce que disait Julie D, c'est sur les 30%, je vais affecter 10% au PER, ce qui me donne une économie d'impôt.
Si je suis dans la tranche marginale à 30%, je mets 1000 sur la table, je vais avoir 30% de gain fiscal, donc 300, et le reste, je vais le mettre en assurance vie. D'accord ? Donc c'est important, encore avec cet effet des multiplicateurs, de penser à l'après-demain. D'accord ? Surtout quand on a 30, 32 ans. Combien de jeunes aujourd'hui, 28, 30, 35 ans, ont des bitcoins ? Je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont. Pourquoi vous faites cette stratégie sur le bitcoin et vous ne le faites pas sur des classes d'actifs un peu plus grand public ? Il faut faire exactement la même chose. Bon, donc là, en gros, Jeanne, il peut mettre 10% de son salaire, là, dans un PER, c'est intéressant, et il ne sera pas taxé dessus. Clairement, ça, alors voilà. il ne sera pas taxé dessus. C'est-à-dire qu'il y a des plafonds, comme le disait Benoît, mais donc derrière, c'est on prend le salaire, on regarde qu'est-ce qu'il faut optimiser et on va mettre en place une stratégie long terme. Du coup, on est long terme. Attention, le PER bloqué jusqu'à la retraite. Après, il y a des cas de déblocage anticipés. Il suffit juste de mettre un lien sur n'importe quel... la finance pour tous, par exemple, qui explique ça très bien. Et en fonction donc, de son horizon, effectivement, on va pouvoir utiliser les intérêts composés et tout. Maintenant, moi, je pense qu'il y a une autre stratégie aussi, c'est celle du complément de revenus à travers l'immobilier. Donc, j'utilise le levier du crédit pour acheter, je ne sais pas moi, en LMNP, donc loueur meublé non professionnel, en résidence de service. Tu achètes par exemple, Jayan, une résidence étudiante, une résidence loisir à faire ou autre. Et du coup, tu touches en fait un loyer à ta retraite, puisque du coup, d'ici là, ton crédit aura été remboursé. Okay. Et ce qu'il faut savoir en plus, c'est que sur du LMNP en résidence de service, il y a en fait une comptabilité qui est tenue, qui permet en plus de ne pas alourdir sa fiscalité et donc de complètement gommer les revenus fonciers. Je vulgarise beaucoup là, mais en tout cas, on pourra en parler dans un autre épisode si besoin. Mais le LMNP en résidence de service, avec des petits tickets, parce qu'il y a des lots à 30 000, 40 000 euros en résidence étudiante, ça peut permettre aussi d'aller chercher un complément de revenu à la retraite. Ok, très intéressant. Donc PER, immobilier, potentiellement immobilier assez abordable. Hein. Et je rappelle, l'immobilier, alors oui, il y a des contraintes, etc. si on veut faire de la loc, mais c'est la seule classe d'actifs pour laquelle on peut avoir un effet de levier en s'endettant, ce qui n'est pas possible sur le reste. C'est ça, on fait le placement avec l'argent de la banque. Ouais, non, mais c'est ça. Donc il faut absolument utiliser ce levier quand on a 30 ans, 35 ans, quand on commence à travailler. Si je n'ai pas à acheter ma résidence principale, c'est effectivement aller investir et jouer ce levier-là. Ouais, dès la semaine prochaine, Jeanne, il va faire du levier. Autre chose, après PER, après l'immobilier, qu'est-ce qu'on peut faire avant 30 ans Après, un peu d'assurance vie sur du fonds euro, si je ne veux pas prendre de risques. Mais vous savez, mais alors pourquoi ? Alors, c'est quoi la diff entre PER et assurance vie ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Là, on parle de la retraite. Là. Alors, très bonne question. PER, j'ai un avantage fiscal à l'entrée. Simplement, c'est bloqué jusqu'à la retraite, sauf les 6 cas de sortie anticipée. Et pour redynamiser l'épargne retraite, ils ont sorti le 6e cas, c'est acquisition de la résidence principale. Donc demain, Jayan achète une résidence principale ou rachète une résidence principale, à ce moment-là, il peut débloquer son PER. Mais en débloquant le PER, il va refiscaliser les primes. Donc là, il y a une stratégie à avoir. Est-ce que c'est la bonne méthode ? Parce que s'il défiscalise à 30%, et il refiscalise à 41%, la stratégie, elle n'est pas bonne. Hein, parce qu'il va payer plus d'impôts sur ses primes. En général, il faut avoir au moins une tranche, un écart d'une tranche d'imposition. On défiscalise à 30 ou à 41% et on refiscalise à 30 ou à une tranche inférieure. Donc, le PER assurance me permet de défiscaliser les primes, mais c'est bloqué jusqu'à la retraite. Et c'est pour ça qu'il faut le combiner avec un contrat d'assurance vie, parce que le contrat d'assurance vie, quand je verse mes primes, je n'ai pas d'avantage fiscal à l'entrée. Donc, je ne peux pas déduire mon impôt sur le revenu, mais c'est disponible à tout instant. Donc, l'assurance vie, plutôt pour l'aspect disponibilité, pas d'avantage fiscal à l'entrée, mais avantage fiscal à la sortie, sur les rachats ou la transmission d'essai. Et puis, le PER, j'ai un avantage fiscal à l'entrée. Simplement, c'est bloqué jusqu'à la retraite. Et puis, on débloque à la retraite. Ouais. Et l'assurance vie, en plus, quand elle est à maturité fiscale, donc après 8 ans, il y a des abattements en fait, par année civile. Donc, pour un célibataire, 4 600, pour un couple, 9 200. Donc, ce qui veut dire donc c'est l'abattement de ce qu'on retire. Il faut le voir en fait comme un gros gâteau avec de la crème. Quand je retire, que je fais un rachat, donc que je retire de l'argent de l'assurance vie, j'enlève du gâteau et de la crème. Donc, pour schématiser, le gâteau, c'est le capital investi. La crème, c'est les intérêts. L'abattement va s'appliquer sur la partie des intérêts. Donc, ça veut dire qu'après 8 ans, je peux même, en fait, en combinant effectivement avec un PER qui est lui bloqué, mon assurance vie, en fait, je pourrais la retirer, utiliser les abattements, pas avoir de flat tax ou de fiscalité et être tranquille. Donc, en fait, c'est une stratégie qu'il faut avoir, diversifiée et qui va venir démultiplier l'effet complément de revenus.
Il est Et l'heure de autre déjeuner, là, je commence à avoir faim. Et Qu'est-ce autre que tu racontes élément très très important, c'est qu'en plus dans l'assurance vie, je peux mettre des fonds Bitcoin, d'accord? Parce qu'il y en a de plus en plus. Alors maintenant, on peut le faire, ça. De plus Oui. en plus, oui, Ouais. c'est assez récent, hein. Je peux en mettre, mais l'avantage de l'assurance vie, c'est que c'est une enveloppe opaque fiscalement. Donc si mon Bitcoin il fait x100, x200, etc., tant que je ne rachète pas, je ne suis pas fiscalisé. C'est ce qui est intéressant. Alors que vous prenez des fonds obligataires, une obligation vous détache des coupons, vous avez l'obligation dans un compte titre, bah, chaque détachement de coupon, l'année du détachement, vous allez payer des impôts dessus. Donc ça fait aussi un avantage supplémentaire sur l'assurance vie. Et aussi, on rappelle, les fonds ne sont pas bloqués dans l'assurance vie, hein. C'est Ah non, important ça, de le c'est- dire, parce que c'est les vrai. gens pensent que souvent que c'est bloqué, c'est pas bloqué. Non, c'est pas bloqué. Le seuil des 8 ans, c'est juste pour avoir l'avantage fiscal sur les intérêts rachetés 4006 ou 9002. Mais si je veux racheter avant, il n'y a pas de souci. J'ai pas l'abattement et je serai un peu plus fiscalisé sur le montant des intérêts rachetés. De toute façon, rien n'est bloqué, hein. Rien n'est jamais bloqué, à part le PER et encore. Donc, il y a des cas de sortie anticipée ou de déblocage, si par exemple, voilà, en cas de décès, etc. Ou en cas d'acquisition de la résidence principale. Mais comme tu l'as dit, attention quand on joue à ça, parce qu'il y a eu des petits montages un peu des fois rigolos, si je puis me permettre. Rien n'est jamais bloqué en fait. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête, parce que c'est vrai que souvent, moi, quand je fais des petits dîners en famille, il y a des gens qui disent oui, mais non, l'assurance vie est bloquée, oui, mais non, ça c'est bloqué. En fait, rien n'est jamais bloqué. Et malheureusement, en fait, aujourd'hui, en fait, dans le réseau classique bancaire, il y a une pédagogie qui est à revoir, parce que l'approche, en fait, est pas la bonne quand on explique les produits. Bon, PER ou assurance vie, ou les deux, allez-y, même si vous êtes jeune, parce que c'est des mots qui font peur, etc. Mais c'est des cadeaux fiscaux, et on n'en a pas beaucoup en France, que nous fait l'État. Bon, on va écouter Camille, qui nous a laissé un message, on l'écoute. Salut Amaury et l'équipe de la Martingale. J'écoute vos conseils d'investissement depuis un moment et moi j'ai un problème, c'est que j'ai de l'argent à placer. J'ai peur de le perdre, du coup je fais rien. Est-ce que vous avez un conseil ou une solution à me donner? Voilà, merci d'avance. Merci beaucoup. Merci beaucoup Camille pour ton message, très intéressant, parce que autour de moi j'ai beaucoup de gens qui ont de l'argent à placer, quel que soit leur âge, et qui ne le placent pas au-delà d'un livret A ou d'un LDDS, ou voilà, parce que ils ont peur. Et ils se disent, ah ouais, mais si j'ai besoin de mon argent, ah oui, mais si je perds, etc. Et au final, pendant 10 ans, ils ne l'utilisent pas, et l'argent qui dort perd de la valeur avec l'inflation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à Camille? Julie D, je ne sais pas si tu veux commencer. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Voilà, un profil, quelqu'un qui a de l'argent, mais qui a un petit peu peur de le placer. Alors, je vais pas dire le fond de ma pensée, mais moi, je suis vraiment une pro du passage à l'action. Donc, comme tu le disais, pendant que tu es en train d'attendre, ton argent, en fait, il perd de la valeur. Voilà. Donc, toi, tu as dit que des gens le laissaient sur des livrets. Moi, j'ai vu, là, l'autre jour, dans le cadre d'un échange, la personne, elle le mettait sur son compte courant. Donc, encore pire. Quoi lui conseiller? En fait, déjà, enfin, être accompagné, donc aller en discuter. Donc aujourd'hui, on peut se former. Il y a des choses qui vulgarisent, comme par exemple là, l'émission qu'on est en train de faire, qui vulgarise, qui donne accès en fait au vocabulaire, aux informations, etc. Donc allez déjà prendre les informations pour avoir moins ce biais cognitif d'être terrorisé par le passage à l'action. Une fois que j'ai passé à l'action, qu'est-ce que je fais concrètement? C'est très simple en fait. En gestion de patrimoine, en tout cas ça c'est mon cœur de métier, il y a plusieurs temps. Il y a le temps court qui va servir à mettre en place une épargne de sécurité, et il y a le temps long. Le temps long, c'est ce qui va être la stratégie patrimoniale, qui va être ma carte, qui va me permettre de voir, je ne sais pas, moi, si je suis censée aller à New York, j'ai une carte qui va m'indiquer comment aller à New York. Et puis, en fonction de ce que je vais rencontrer sur mon chemin, je vais revoir cette stratégie patrimoniale et la réajuster. Ça, c'est aujourd'hui accessible quand on est dans des banques classiques, au niveau banque privée ou banque gestion de fortune. On ne fait pas de stratégie en retail classique. Par contre, il y a des CGP aujourd'hui qui sont tout à fait accessibles pour l'accompagner dans ses placements, sans avoir des milliers et des cents, mais même à partir de 1 500 €, 3 000 €, 10 000 €, il va y avoir des CGP, donc des conseillers en gestion de patrimoine, qui vont pouvoir bâtir avec elle une stratégie pour qu'elle investisse sans avoir peur, vulgariser, pour qu'elle puisse comprendre ce qu'elle a fait. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Diversification, c'est la base. Et après, je vais passer le relais à Benoît pour qu'il complète. Mais donc, diversifier, ça veut dire en fait
se poser, se dire c'est quoi mon horizon, c'est quoi mon profil risque aussi. C'est hyper important. En fait, surtout, je pense que la première chose, c'est, moi, quand il y a des gens qui me posent des questions, etc., mais je leur dis, il est pour combien de temps votre investissement? Est-ce que vous pensez que vous allez avoir besoin de votre argent dans combien de temps? Parce qu'on ne va pas proposer les mêmes solutions à quelqu'un qui a besoin de son argent dans 2 ans que quelqu'un qui dit bah, moi je suis long terme, c'est pour dans 20 ans. C'est pas du tout la même chose. Effectivement, le profil de risque, etc. Donc Camille, la première question qu'elle peut se poser, c'est j'ai combien? Euh, Combien d'argent je suis prêt à laisser 20 ans? Combien d'argent je suis prêt à laisser 5 ans? Est-ce que moi, si j'en ai pas besoin tout de suite, si ça fluctue à la hausse comme à la baisse, est-ce que ça me dérange ou pas? Voilà, j'imagine que c'est ça aussi qui va compter, Benoît. Oui, c'est vrai qu'en fait, notre pire ennemi, c'est justement l'inaction. On a tous, tout le monde, tous des clients, on dit oui, ben, j'ai 10, 20 000, 30 000 euros sur mon compte courant. Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir 30 000 euros sur un compte courant? Non, tu as besoin d'avoir sur ton compte courant 3, 4 mois, 6 mois de dépenses courantes. Pas plus. Et le reste, tu le places. Alors, on fait le plein des livrets bancaires, etc. Et après, au-delà, ben oui, on va voir. Ce qui est important d'aller voir des spécialistes de la gestion financière, conseillers en gestion de patrimoine notamment, c'est ils ont une vision globale de toutes les solutions. Et je vous parle pas que des solutions enveloppe, assurance vie, compte titre, PER. Ça, c'est l'enveloppe. Après, c'est se dire qu'est-ce que je mets dans l'enveloppe. Et là, eux, ils ont une vision. Tu as un profil, tu es prêt à sécuriser 60% et à prendre un peu de risque sur 40%. OK, ils vont te faire 60% de fonds euros, mais sur ces 40%, on ne va pas faire une seule ligne. Justement, on va aussi diversifier ces 40%. Et ce qui est important, c'est d'avoir une vision de toutes les solutions qu'on propose aux clients et on construit ensemble. Parce qu'il n'y a pas... Parce qu'aujourd'hui, on va sur l'IA. L'IA, il va vous donner quelque chose type. Même si on a l'impression que c'est un peu diversifié, ça ne remplacera jamais l'humain sur le marché, sur la vision. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut re-rentrer sur les CPI, etc. Voilà, est-ce qu'on a une porte d'entrée? Est-ce que le client est appétent? Oui, mais il y a du risque, etc. etc. Donc, il faut avoir cette vision globale. Et c'est là qu'il faut avoir des gens qui sont techniques. Ok, non mais c'est intéressant parce que pour finir là-dessus, il y a toute cette narrative aux gens, ils disent non mais attendez, n'allez pas forcément voir des conseillers, des banques, etc. parce que ça prend des frais, du coup ça réduit votre performance, ça voilà. Donc les gens n'ont pas forcément confiance. Enfin, je sais pas si ça vous arrive vous dans vos clients, des gens qui disent ah mais attends, je vais en parler à quelqu'un, mais finalement j'en parle pas parce que je vais rien comprendre et je vais me faire entuber quoi. En gros c'est ça. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Alors moi je trouve que c'est bien d'avoir quand même ce garde-fou parce que sinon on ferait tous confiance à tout le monde. Non parce Et que ça donc, peut arriver hein. Effectivement, et c'est déjà arrivé. Moi c'est pour ça que je vulgarise et que j'ai pris parole sur les réseaux sociaux avec Moniquis parce que je veux éviter tout ce qu'on a vu. Donc il y en a toujours dans certaines zones exotiques, etc., qui vendent monts et merveilles. Et des gens qui tombent dans le panneau. Maintenant, c'est pas parce que effectivement on doit tout se méfier qu'on ne doit pas y aller. Donc il y a des gens très très bien aussi qui font très bien leur travail. Et oui, il y a des frais. Parce que comment est-ce que vous voulez qu'un CGP vive si à un moment il ne se rémunère pas? Par contre, est-ce que vous préférez payer 0 € et rien gagner à la fin? Ou préférez payer peut-être 1,5%, 2% des frais et des honoraires et en fait derrière avoir une telle stratégie que potentiellement, si on prend par exemple des valeurs de la tech l'année dernière, il y a des fonds, on ne va pas les citer parce qu'on n'est pas là pour faire de la pub, mais il y a des fonds qui ont rapporté entre 29 et 39%, voire plus. Donc franchement, moi je préfère payer 2%, 3%, voire certains CGP qui facturent 4,5%, c'est pas mon cas, mais ça existe. Bon après voilà, chacun son combat, mais je préfère quand même payer 1,5, 2,5 de frais et de me dire que derrière, en fait, j'ai quand même un gain sur mes liquidités placées de 25-39%. Alors attention, ce n'est pas des rendements garantis, mais il y a une lecture. Enfin, après 20 ans, on est capable quand même aussi, on est entouré de personnes, de professionnels. 2, on est capable aussi de bâtir une stratégie qui va être rémunératrice pour vous. Et souvent, en fait, les frais sont très vite rentabilisés et les clients sont même eux-mêmes très, on va dire, agréablement surpris. Donc, n'ayez pas peur parfois de payer des frais. C'est un peu comme le low cost, en fait. C'est pas parce qu'on prend du low cost qu'on va pas arriver à destination et qu'on va scratcher. Par contre, à long terme, en fait, vous voyez bien, vous rajoutez le bagage, vous rajoutez le truc, vous rajoutez le machin. New York, ça vous coûte aussi cher quand vous prenez du low cost que si vous partiez avec une compagnie aérienne classique. Donc c'est un peu le même style. Parfois, payer va vous faire gagner du temps, va vous faire gagner en qualité de service et va vous faire arriver à bon port de manière plus qualitative en fait.
Ok, tout a un prix. Benoît, pour Oui, finir c'est là-dessus. vrai, c'est que finalement, quand on va payer une prestation à 1,50 ou 2% sur la renta, donc le client ne paye rien immédiatement, mais au lieu d'avoir 8%, il aura peut-être que 6%. C'est déjà pas mal vu le contexte aujourd'hui, et c'est assez facile d'avoir 6%, mais encore une fois, il faut faire une allocation d'actifs, et il faut un peu s'y connaître. Et ça, il n'y a que ceux qui ont déjà subi 2, 3 crises. Malheureusement, on n'a plus 30 ans, mais on peut dire que j'en ai 41 aujourd'hui et j'ai déjà subi 2 crises. Donc forcément, ça nous fait réfléchir sur ce qu'on va proposer aux clients. Ok, et dernière question. Moi, je crois un truc, c'est l'alignement des intérêts. Comment est-ce qu'on peut être sûr, en tout cas s'assurer que la personne qu'on va voir a des intérêts alignés? Intérêts alignés, je dis tout simplement, si le client gagne plus, la personne sera rémunérée plus. Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce qu'on peut... Alors, il y a un système, ce qui s'appelle la rémunération sur la surperformance. Donc ça, c'est du contractuel. On se dit, OK, je prends 2% jusqu'à 8% de renta. Par contre, si j'arrive à faire plus de 8%, du coup, je prends 1% en plus. Et ça, c'est l'alignement des planètes, parce que le conseiller en gestion de patrimoine, il va se retrousser les manches pour prendre les bonnes hausses, sortir au bon moment, parce que ce qui est compliqué dans la finance, c'est ça, c'est sortir au bon moment, mais après, c'est de pouvoir y entrer. On le sait, le 440, là, on se réoriente vers les 8000 points. Il y a 2 mois et demi, on est descendu à 7000. Donc, on a repris là en 1 mois et demi plus de 1000 points. Il faut avoir quelqu'un qui suit ça tous les jours. Et moi, je n'ai pas le temps de le faire parce que moi, je suis spécialiste de la fiscalité. Mais je m'intéresse à tout ce monde-là. Et c'est pour ça que finalement, quand on suit des clients, alors on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour aller chez un CGP, tu l'as dit, mais plus il y a de patrimoine, plus il faut des experts. Il faut des experts financiers, il faut des experts plus techniques, opérationnels, sur la société holding, sur le pacte du trail, et c'est tous ensemble, on travaille avec les experts comptables, avec les notaires, avec les avocats, pour justement sécuriser tous ces schémas-là. Ok, très clair. Essayez de vérifier au maximum cet alignement d'intérêt, parce que ça motive tout le monde et ça rassure. Voilà. Oui, après, il y a quand même aussi des garde-fous. Il y a aussi les recommandations. Souvent, on te recommande. Voilà, c'est aussi. Allez pas voir n'importe qui, vous jetez pas corps et âme. C'est possible aussi de regarder si on a un premier conseil, d'avoir un deuxième conseil. Voilà, donc le tout, c'est passer à l'action. Ne faites pas ça n'importe comment. Et souvent, par recommandation, on arrive quand même à trouver on va dire des personnes qui sont alignées avec les intérêts des clients. Ça existe encore. Ouais, Et ça, c'est de plus en plus vrai, puisqu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'usurpation d'identité. Il y a de plus en plus ce qui s'est passé sur les personnes qui font du Bitcoin. Vous avez suivi l'actualité. Je trouve ça juste choquant qu'aujourd'hui, en 2025, on arrive à ces situations. Donc, ne faites pas confiance à quelqu'un qui va sur les réseaux en disant « Oui, moi je sais. J'ai moins de 30 ans, je n'ai pas subi de crise, et moi je sais, je vais vous apprendre comment devenir riche. » Si t'écris que tu vas nous apprendre comment devenir riche alors que tu l'es pas toi-même, et c'est pas juste du facial. Donc ça, c'est très important. La recommandation, et aller vers des gens qui ont un peu quand même pignon sur rue. Pignon sur rue, et sur un CGP, le plus important, les agréments. Ouais. Très facile, Ouais. il suffit d'aller sur le site de Orias, ORIAS, vous tapez le nom de la personne, vous voyez si elle a les agréments, et déjà ça va vous garantir quand même une sécurité. Après, ça ne garantit pas une sécurité d'expertise ou d'efficacité, mais au moins, c'est un peu comme, tu vois, si tu exerçais la gestion de patrimoine illégalement, si tu les as pas. Ok, non mais très intéressant. Au moins, ça permet d'avoir des premières étapes, entre guillemets, de validation. Bon, on arrive en fin d'émission. On va passer tout de suite. Déjà. Voilà, c'est ça, ça passe très vite. On va passer tout de suite aux 2 questions cash. Les 2 questions cash, c'est simple, c'est comme chaque semaine, je pose 2 questions. La première, c'est l'investissement au casino. Une somme d'argent dont vous n'avez pas besoin, qui n'est pas celle de vos clients. Et donc, il n'y a pas de notion, ce n'est pas un conseil en investissement, mais il n'y a pas de notion de risque derrière. Là, tout de suite, si vous aviez un pari à faire, dans quoi iriez-vous? Julie D, pour commencer. Moi, j'ai hésité. Après, je me suis dit, allez, 100 €. Et je pense que je vais quand Ça même peut être aller 100 sur... ou ce que tu veux. Voilà. Ouais, on va prendre 100 €, c'est bien. Si c'était casino, j'irais sur le Bitcoin. Ok, d'accord. Ok, du Bitcoin. Ouais. Benoît.
Moi, plutôt sur des biotech cotées, finalement en phase clinique 3, c'est-à-dire en phase à la fin, avec une dimension très, très, très spécifique. Vous avez vu ce qu'a fait Warrett, hein, il a isolé combien de milliards. Il n'a pas, pour l'instant, la SEC ne divulgue pas, justement pour ne pas avoir un effet des multiplicateurs sur la société dans laquelle il va investir. C'est public, hein, ce que je vous dis, hein, je ne sais plus quel journal l'a titré. Et en fait, c'est ça que je ferais, c'est vraiment aller chercher une pépite qui vaut rien aujourd'hui, mais dans lequel j'y crois réellement. Donc moi, j'irai sur de la biotech, un peu lié avec de l'IA aussi, parce qu'aujourd'hui, ça va démultiplier tous ces aspects recherche. Et donc, c'est se dire, bah voilà, je mets 100 sur la table. Si je les perds, pas de souci. Par contre, si je les gagne, ça peut valoir très cher. Ok, voilà, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, bien évidemment. Deuxième question cash. Là, on rêve un petit peu. Vous êtes sur une île déserte. Vous êtes en train d'enterrer un coffre dans le sable. Ce coffre, vous allez le déterrer dans 10 ans. Mais vous n'y avez pas accès entre-temps. Quels actifs, il peut y en avoir plusieurs, vous mettez à l'intérieur? Julie D. Alors du coup, il m'a volé ma réponse. Moi, j'avais mis biotech. C'est Et, pas grave, t'as comment donc c'est c'est trop pas grave. marrant. Voilà, ok, ouais. Donc je suis complètement alignée avec ce que tu disais. Je disais mais mince, je le dis ou je le dis pas. Donc moi oui, effectivement biotech. En plus il y a un vrai point d'entrée en ce moment. Moi j'aime beaucoup la maison Pictet. Je vais les citer parce que je les adore. Donc ils ont un fonds justement biotech. Après il y a d'autres. On peut choisir aussi des startups spécialisées. Donc s'il fallait choisir, ouais, la biotech avec soit en direct avec donc investir directement, soit en startup, etc. Deuxième chose, je pense que j'aurais mis des matières premières et notamment un lingot d'or. Parce que on ne sait pas exactement comment ça va se passer dans 10 ans. On ne sait pas. Je pense que personne ici peut dire ce qui va se passer dans 10 ans. Moi, je regarde beaucoup de science-fiction, donc je me dis peut-être que le lingot, je réussirai à trouver un moyen de le faire fondre et continuer à survivre. Et voilà, donc c'est déjà pas mal. Hein. Après, j'avais imaginé d'autres petites choses, mais déjà, ouais, matières premières. Ouais. Et je pense sans doute aussi trouver un moyen aussi de réussir à avoir peut-être un investissement sur l'eau. Parce qu'on l'oublie souvent, mais l'eau, ça sera forcément une denrée rare. Et je pense que faire un pari sur l'eau, ça va être quelque chose de forcément gagnant. Alors dans 10 ans, voire dans 100 ans. Tiens, on pourrait faire une émission là-dessus d'ailleurs. Tiens, c'est une bonne idée. Et juste attention sur les biotech. Voilà, il faut trouver la pépite. C'est très spéculatif. Donc soyez prudents. Mais effectivement, l'or, c'est une sorte d'anxiolytique financier. Voilà. Benoît. Alors, moi, un ETF World, S&P 500, vraiment pour avoir une diversification, puisque finalement, c'est se dire, tiens, dans 10 ans, quand on voit le marché action, de toute façon, il n'y a pas plus rentable que le marché action. C'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Exactement. Pour le marché américain, désolé, mais vu ce qu'on voit en France, il est quand même beaucoup plus dynamique que le marché France ou le marché Europe. Hein. Donc voilà. Un peu de marché émergent, l'Indonésie, le Vietnam, voilà. Pour un peu diversifier. Un petit sac d'or ou un lingot d'or, comme le disait Gilles D, mais on revient aux fondamentaux. Hein, c'est se dire, demain, j'ai tout perdu, au moins, il me restera ça. Et puis, forcément, une petite ligne de Bitcoin ou d'Ethereum. Voilà. Après, il y en a d'autres, du Ripple ou autre. Pardon. Voilà. Ok, très clair. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous avoir. Julie D. Nineg, donc fondatrice et CEO de Money Keys. Benoît Berchébru, directeur de l'ingénierie patrimoniale et fiscale du groupe DLPK. Merci de nous avoir suivis et surtout, prenez le contrôle de votre argent.